Édouard Broiset, bonjour. Bonjour. Alors tu viens de sortir un nouveau livre, peux-tu nous en parler un petit peu? Écoute, voilà, donc après avoir écrit plusieurs romans qui se passaient en Bretagne, je suis revenu en Provence, où je vis actuellement, donc c'est l'occasion de parler un petit peu de mes racines provençales, et notamment à travers un roman policier régional, l'affaire Cabre d'Or, qui est sorti donc il y a peu de temps. Et donc ce roman en fait se passe en 1962, donc il y a un demi-siècle, en Luberon, notamment à Gordes. Et dans ce village de Gordes, c'est le village de Gordes de l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de touristes, il y a des vieilles pierres, il y a des lieux un peu bizarres dans les rues, mais bon, c'est pas le Gordes touristique, le Luberon touristique qu'on connaît aujourd'hui. Et là, il y a un commissaire de la PJ, le commissaire Jean Garrigue, qui est natif du Luberon et qui a fait toute sa carrière à la PJ au 36 quai des Orfèvres à Paris, et qui est en repos forcé parce qu'il a tellement fumé le gita de maïs dans sa vie qu'on lui a dit bientôt ça sera le cimetière. Donc on se refaire les bronches, il revient passer convalescence. Donc en Luberon, ça se passe bien. Il a un animal de compagnie qui est une truie, Rosalie. Ils ont réuni avec un chien et en même temps il l'a sauvé, disons, de carissement. Et avant qu'elle soit transformée en jambon et saucisson, il l'a gardé. Oui, il a une Simcamille. Alors évidemment, Simcamille c'est une petite voiture, la truie c'est un animal grossi, donc ça peut créer des problèmes de transport. Et ma foi, c'est pas grand chose, il s'ennuie un petit peu, le pauvre, jusqu'au moment où son voisin, un certain Léon Jourdan, qui est un lavriculteur que je connais parce qu'il a eu, disons, une histoire assez trouble avec lui durant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on est en 1962, on retrouve la Citroën DS de ce Léon Jourdan brûlée. Bon, à l'époque on brûlait peut-être moins souvent les voitures qu'aujourd'hui, mais enfin elle est brûlée. Mais ce qui est particulier, c'est qu'à l'intérieur de la voiture, il y a un cadavre brûlé lui aussi. Donc comme l'enquête commence. Léon Jourdan, il est suspecté de tromper une affaire un peu louche. Sauf que peu de temps après, ce sont ses propres enfants, ses trois enfants un peu jeunes, qui sont retrouvés étouffés dans leur lit. Donc l'enquête commence. Le commissaire Garrigue assiste la police, la CRPJ de Marseille qui est venue pour enquêter sur ces crimes en série. Et là, ça va être une enquête, comme dans les romans policiers, qui va se dérouler et qui va nous permettre de circuler un peu dans le Luberon, dans les Basses-Alpes, comme on disait à l'époque. On va se retrouver à Gréoux, on va se retrouver un peu partout, on va se retrouver aussi à Marseille au Baumette, enfin un tour d'horizon un peu de la Provence avec ce commissaire Garrigue. Donc ça change un petit peu de ce sujet, de ce que tu fais d'habitude. Alors ça change, mais en même temps ça va être, je l'espère en tout cas, l'éditeur aussi, ça va être une série. C'est-à-dire que ça c'est les premières aventures de commissaire Garrigue, mais j'ai une suite déjà qui est prévue. On retrouvera Garrigue et Rosalie Satouille, mais à ce moment-là ce sera plus dans les Basses-Alpes, dans les Basses-Alpes, l'hiver au moment de la truffe et des rabassiers. Et donc voilà, ça va être une série, j'en ferai un par an. Donc effectivement, il y aura des lecteurs pour accompagner ce livre. Alors tu veux te consacrer plus au roman policier ou tu comptes rester quand même dans le domaine fantastique dans lequel on t'a connu? Alors les deux, c'est-à-dire que pour moi, c'est vrai que j'aime bien naviguer d'un genre à l'autre. Moi, je n'aime pas m'enfermer dans un genre. Donc là c'est un roman policier. Par ailleurs j'écris des romans qui sont plus des romans un peu historiques, régionaux. Et alors dans le domaine plus fantastique, j'ai également des livres en cours et qui sont plutôt des thrillers. Il y a un aspect fantastique, un aspect, on va dire, dystopique, comme on dit, notamment un projet qui s'appelle Anonymous. Alors Anonymous,
C'est bien sûr en référence à ce groupe de hackers informatiques altermondialistes. On entend parler de plus en plus. Sinon, ce fameux masque de Guy Fawkes, c'est-à-dire un masque un peu arrogant avec les moustaches relevées, le petit look, voilà. Et qui prennent la parole souvent sur Internet pour lancer des messages de menaces envers différents organismes qui, selon eux, sont à dénoncer. Donc là, j'ai inventé une fiction qui se passe alors dans un futur proche, c'est-à-dire fin 2015, en novembre 2015. Et là, un matin, le jour de la Toussaint, quelques jours avant, le 5 novembre, tous les écrans de télévision s'arrêtent pendant 5 minutes et dans le monde entier, et on voit un message d'Anonymous avec un message un peu menaçant. Donc là, il y a une enquête qui commence avec le commissaire Peretti. Déjà, le commissaire lieutenant Peretti, qui était déjà dans le dernier pape. Et en parallèle à cette histoire qui se passe dans un futur proche, il y a un retour en arrière, ça j'aime bien faire ça, dans l'histoire, le 5 novembre 1605, parce que c'est là que vient l'origine du masque de Guy Fawkes, parce que ce fameux Guy Fawkes, en fait, a essayé de faire sauter la maison, la chambre du Parlement de Westminster, en faisant sauter 36 barils de poudre entreposés dans une cave qui est en dessous. Bon, ça a arrêté bien sûr, parce que Westminster existe encore. Au dernier moment, il a été torturé et mort comme on le faisait à l'époque, dans de grandes largeurs, ça ne pourrait pas qu'une fois. Quand on était condamné à mort pour régicide, c'était plus mon cas, parce qu'il pouvait tuer le roi aussi, le premier. Mais il a été successivement pendu avec une corde courte, de façon à ne pas être pendu jusqu'au bout. Ensuite, tiré par des chevaux, cartelé tiré par des chevaux. Ensuite, éviscéré, le cœur enlevé et présenté devant lui. Et puis ensuite, la tête tranchée. Une mort assez atroce. Donc voilà, et donc je fais ce parallèle entre un récit qui se passe au XVIIe siècle en Angleterre, un récit qui se passe dans un futur proche, et qui va entraîner le lecteur de Paris à Londres, de Londres aux États-Unis, avec un passage par différents. Voilà, une espèce de roman d'aventure avec des aspects fantastiques mélangés à des aspects d'espionnage. J'aime bien mélanger en fait des gens qui ont rencontré un genre. En te basant sur des faits historiques. Alors j'aime bien justement prendre toujours des faits historiques et puis les accommoder à ma sauce. C'est-à-dire qu'évidemment, quand je prends l'Angleterre du début du XVIe siècle, je propose des choses qui ne sont pas dans l'histoire officielle. Un peu comme faisait Alexandre Dumas dans ses romans. Par exemple, dans le second tome d'Anonymous, on va apprendre que Shakespeare, non seulement a été largement, ça c'est presque attesté, un des traducteurs de la Bible, la fameuse Bible de King James, mais également a été l'un des premiers Anonymous. Ainsi que, plus tard, même plusieurs siècles plus tard évidemment, John Lennon était sans doute aussi un Anonymous, et d'ailleurs dans une de ses chansons, Remember, on entend à la fin une explosion en référence donc à l'explosion qui n'a pas eu lieu, les maisons du Parlement avec la Xbox en 1600. Donc voilà, je m'amuse à mélanger les époques, les genres et à faire quelque chose de... Et donc cette suite est prévue pour quand? Alors la suite, le problème c'est que voilà, comme j'ai plusieurs livres en train, voilà. donc il faudra être un peu patient. D'accord. Mais effectivement, elle sera, je pense, alors c'est particulier pour cette Anonymous, tout comme pour le dernier pape d'ailleurs, c'est qu'ils sont en cours de traduction en langue anglaise par des traducteurs professionnels que je connais. Et donc j'ai aussi l'espoir de voir ces livres diffusés plus largement dans l'avenir, dans les pays anglo-saxons, parce que je pense qu'aujourd'hui les auteurs français doivent
se prendre en charge, se prendre en main et essayer d'avoir un horizon plus large que simplement le lectorat français qui vont, on le sait, dans un moment de crise de l'édition. Donc il faut inventer de nouveaux concepts et le numérique et les traductions sont deux moyens, me semble-t-il, pour les auteurs français d'essayer de faire connaître leurs œuvres au-delà de l'édition traditionnelle francophone telle qu'on la connaît. Et en parlant donc de ces nouveaux moyens, justement, tes derniers livres, tu les as sortis en édition numérique aussi. Donc est-ce que tu penses que l'avenir du livre papier tel qu'on l'a connu va continuer d'exister, ou est-ce qu'on va vers une ère numérique avec les liseuses? Alors je pense que pour les 5 ans à venir, en France en tout cas, le livre papier va rester dominant. Parce que le livre numérique a du mal à démarrer vraiment. En revanche, quand on regarde justement les États-Unis, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de téléchargements de livres numériques que d'achat de livres papier en librairie. Donc, on est toujours en retard d'un wagon par rapport aux États-Unis. Il faut s'attendre à ce que dans les 5 ans à venir, eh bien, le numérique explose. D'ailleurs, les contrats que l'on reçoit aujourd'hui, j'en ai reçu un pas plus tard qu'hier de mon éditeur, maintenant il y a des clauses spécifiques pour le droit numérique qui sont renégociables entre l'éditeur et l'éditeur tous les 4 ans. Pourquoi? Parce que ça bouge bien. Et on sait ce que ça va venir. Donc je pense que pas tout de suite, dans un plus proche de 5 ans, c'est tout. Je pense que dans 5 ans, effectivement, il y aura de nouvelles déclinaisons de livres, numériques, peut-être l'audiovisuel aussi, le livre enrichi, avec peut-être effectivement un support numérique, mais avec des sons, des images, des photos. Je pense qu'on va vers ça. Est-il question à l'heure actuelle d'une adaptation de tes romans à la télévision ou au cinéma? Pour l'instant, rien n'est fait parce que c'est toujours assez long. Mais effectivement, j'espère, j'aimerais bien voir mes livres, que ce soit celui-ci ou d'autres, portés à l'écran, parce que là aussi, une façon de trouver du public, de voir son œuvre adaptée de façon visuelle, c'est le rêve de tout auteur. C'est d'être porté au cinéma, à la télévision. Alors, le problème, ce qui peut limiter ce genre de projet, c'est le fait par exemple que les livres que j'écris généralement ont toujours leur action, au moins en partie, qui se passe dans le passé. Donc ce sont des reconstitutions historiques qui coûtent très cher en termes de costumes, en termes... voilà, par exemple si on voulait faire une série télévisée ou un film d'époque avec un roman par exemple, nous sommes aujourd'hui, effectivement on a des sites qui sont restés qui étaient à l'époque, mais il y a l'électricité, il y a les voitures, donc c'est très cher. Et donc c'est un frein sur l'adaptation faire de l'espoir Eh bien écoute Edouard, je te remercie. Merci. Et puis on va suivre assidûment tes nouveaux romans. Merci, à bientôt.